Madame, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à notre antenne. Lomé accueille depuis ce 12 mai jusqu'au 14 la conférence de l'Union africaine sur la dette et nous accueillons dans ce même cadre le président des commissions des finances et des échanges de l'Assemblée nationale du Bénin, en la personne bien sûr de Monsieur Gérard Gbenochi. Il est bien sûr parlementaire béninois. Dans les minutes qui vont suivre, nous allons passer au pain et fait de l'actualité économique bien sûr sur la dette en Afrique et en particulier au Bénin, pays du Béanzin, du président Patrice Talon. L'honorable Gbenochi, bonjour et merci d'accepter notre invitation. Bonjour, cher ami journaliste, c'est moi qui vous remercie plutôt. Comment va aujourd'hui le Bénin? Le Bénin va bien, de l'intérieur comme de l'extérieur. Moi, je dis que le Bénin va bien. Pour dire qu'un pays va bien, il faut voir son économie, il faut voir l'aspect social, il faut voir l'environnement des affaires. Je pense aujourd'hui, depuis l'arrivée et l'avènement au pouvoir du président Patrice Talon en 2016 jusqu'à aujourd'hui, il a accentué sa gouvernance sur des réformes structurelles pour permettre que les fondations de l'économie soient solides. L'expérience qui a été faite jusqu'à ce jour montre que les indicateurs macroéconomiques sont ouverts dans la mesure où le Bénin a amélioré ses performances dans plusieurs domaines et est venu même en tête dans plusieurs classements. Au vu de cela, nous pensons que le Bénin évolue et puis le cap est mis, le cap sera maintenu et comme l'a dit le président Patrice Talon lui-même lors de son discours sur l'état de la nation en décembre dernier, le Bénin a trouvé le chemin de son développement et il n'est point question de faire demi-tour. C'est irréversible. Justement, Lomé accueille depuis le 12 de ce mois jusqu'au 14 la conférence de l'Union africaine sur la dette. Et on sait que votre pays, le Bénin, se trouve sur ce continent. Et dans la foulée, on vous a vu sur le podium tout à l'heure. Vous avez développé un panel qui a très bien sûr, à vous les parlementaires, votre suivi et évaluation de la dette des pays africains sur le continent. D'abord, vous êtes le vice-président de la WAPAC. Justement, de quoi il s'agit? Merci beaucoup. La WAPAC, c'est l'association ouest-africaine des commissions des comptes, des commissions des finances et des comptes publics des assemblées nationales des pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, qui a pour objectif de réunir les parlementaires membres des commissions des finances des assemblées nationales de ces pays pour mutualiser donc, les pratiques, faire des échanges de connaissances entre nous pour permettre de standardiser les modèles, permettre que les parlementaires puissent jouer efficacement le rôle qui est le leur dans l'accompagnement de leur pays vers le développement. Comment est-ce que les ressources publiques sont utilisées à bon escient pour impacter sur le développement, le vécu quotidien des populations que nous représentons. C'est ça la mission de la WAPAC, permettre que les commissions des finances des pays de l'Afrique de l'Ouest soient les plus performantes possibles. Parfait. L'honorable Gbenochi, dans votre explication il y a un instant sur le podium, vous avez laissé entendre le mot opacité de la dette. Justement, qu'entendez-vous par là? Et oui, si je dis opacité, donc j'ai expliqué pour dire que les conditions donc, de la dette ne sont pas parfois expliquées aux parlementaires. Et dans certains pays, les parlementaires n'ont pas droit à l'examen préalable des contrats de prêt. Or, tout ce qui est décrié ici, c'est que les parlementaires puissent être en amont donc, de tout emprunt qui va servir donc, aux intérêts des populations parce que ce sont eux qui représentent les populations et ils ont l'obligation d'évaluer en amont la dette pour voir si la viabilité cadre avec l'avenir du pays, si cette dette est alignée sur les objectifs de développement durable, les ODD, et si cette dette s'intègre dans l'agenda 2063, être convaincu que la dette est une bonne dette avant donc d'autorité, donc le gouvernement a contracté. Un autre mot qui a retenu l'attention des uns des autres dans la salle quand vous développiez il y a un instant sur le podium, c'est
que vous avez dit d'exiger les impacts sur les dettes. Pourquoi exiger une étude d'impact? Oui, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que il ne faut pas emprunter pour emprunter. Pour emprunter, j'ai dit, il faut que c'est l'argent public. Et lorsqu'on emprunte aujourd'hui, on met l'emprunt à la charge, la dette à la charge des générations futures. Alors là, il faut être sûr que l'argent emprunté aujourd'hui va vers des investissements structurants, des investissements productifs. Et comment le savoir? Pour le savoir, il faut forcément les études d'impact économique et d'impact social, pas seulement des études d'impact financier, mais des études d'impact économique, des études d'impact social pour être sûr que la dette contractée améliorera les conditions de vie des populations, permettra au pays donc de mettre en place des infrastructures productives qui permettent que la croissance puisse être impactée positivement et améliorer les capacités de remboursement donc du service de la dette plus tard, pour qu'on ne contracte pas de l'argent aujourd'hui qui ne servent à rien, qui servent seulement à montrer des éléphants blancs. Donc ça ne sert, la dette n'a servi à rien et pourtant on a l'obligation de rembourser. Et lorsqu'on assure le service de la dette, cela impacte sur le budget de l'État qui amène donc à faire des contraintes sur des besoins urgents, sur l'éducation par exemple. On peut compromettre l'éducation des enfants par le service de la dette alors que la dette n'a pas été productive, n'a pas permis que la croissance soit impactée. Vous avez dit renforcer les cadres juridiques, oui, mais ne voyez-vous pas que beaucoup ont été faits? Oui, on ne peut pas dire que beaucoup ont été faits. Si beaucoup a été fait, on ne peut pas être en train de vivre ce que nous déplorons aujourd'hui, qui est le divorce entre la dette et le niveau de développement. Donc nous décrions cela pour dire que malgré que le niveau de la dette des pays africains est considérablement cru, il y a un déphasage entre ce niveau de la dette et le niveau de développement des pays africains. Alors, on ne peut jamais s'auto-satisfaire et dire que beaucoup ont été faits. C'est pour ça que nous disons, quelqu'un a posé la question pour dire de quel outil technique les parlementaires disposent-ils pour permettre que la dette soit productive, pour permettre que le pays ne rentre pas dans un cycle de surendettement. Et nous avons répondu en disant que cela commence par l'encadrement légal. Parce que c'est les parlementaires qui votent la loi de finances, qui votent la loi sur l'emprunt, qui mettent en place les mécanismes juridiques techniques pour permettre donc de limiter par exemple les niveaux d'endettement, par exemple fixer un pourcentage du produit intérieur brut et dire ça ne doit pas dépasser cela, imposer les études préalables obligatoires pour s'assurer de la viabilité et de la soutenabilité de la dette avant de l'autoriser et de rejeter cette dette lorsque ces conditions donc ne sont pas remplies. Outre cela, dans ce contexte, vous pensez que les organisations de la société civile ont beaucoup à faire? Absolument. Dans un rôle de budget ouvert, de parlement ouvert, de redevabilité, vous savez que les parlements représentent les peuples. Lorsqu'on invite, on associe la société civile, la société civile peut ouvrir les yeux sur la mise en œuvre des projets qui doivent impacter donc la vie des populations et sonner, attirer sur la sonnette d'alarme. Inviter les parlementaires à aller voir de plus près ce qui se fait de mal, et cela permet aux gouvernants d'être méfiants et d'être plus regardants donc dans la qualité de la mise en œuvre des infrastructures, dans la qualité de l'exécution de la dépense publique. Donc c'est pour cela que nous disons il faut associer la société civile, il faut associer le peuple, parce que la société civile représente comme les députés les populations. Et ce qu'on fait pour les populations, il faut pouvoir le leur expliquer, et il faut des gens pour veiller à ce que la qualité de l'exécution de la dépense publique soit au rendez-vous. Le rôle primordial d'un député, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Mais dans la foulée, vous avez pensé qu'il est temps qu'on crée un réseau des parlementaires pour le suivi de la dette. C'est pas un peu trop? Non, c'est pas trop. C'est pas du tout trop. Le rôle principal du député, c'est d'abord de légiférer,
de voter des lois. Son second rôle, c'est le contrôle de l'action gouvernementale qui lui permet, sous ce manteau, d'aller vérifier comment est-ce que les ressources publiques ont été dépensées. Mais malgré tout cela, nous disons aujourd'hui que nous déplorons le divorce entre le niveau de la dette et puis le niveau du développement. Et pourquoi nous sommes ici et pourquoi l'Union africaine nous a invités pour réfléchir à quoi faire pour que la dette devienne désormais soutenable. Non seulement viable, mais il faut qu'elle soit soutenable, qu'elle impacte négativement et positivement la vie des populations. Pour y parvenir, nous prônons la mutualisation des bonnes pratiques. C'est pour cela que j'ai souhaité que l'Union africaine prenne le lead pour qu'on mette en place dans tous les parlements de l'Afrique un réseau parlementaire, des parlementaires pour le suivi et l'évaluation de la dette. Lorsqu'on fait le suivi et l'évaluation et qu'on mutualise les efforts pour avoir des bonnes pratiques, sûrement que cela va avoir un impact positif sur la qualité de la dépense publique et permettre qu'on ait désormais un lien entre la dette et le niveau de développement de chaque pays. À l'état actuel, est-ce que les parlementaires africains ont-ils aujourd'hui un cadre, enfin un mécanisme pour encadrer les endettements publics? Si oui, lesquels? Non, bon, ça, moi je pense que c'est pas disponible. Il est vrai qu'il y a un réseau qu'on appelle ACNOD, qui est l'Association nationale des parlementaires pour l'évaluation par les pairs, qui embrasse trop, c'est-à-dire que ces domaines de compétences sont assez divers que, de façon spécifique, il n'y a pas un ancrage sur la dette. Or, nous savons aujourd'hui que la dette est le nœud gordien donc, du développement de tous les pays. Nous sommes sous le poids de la dette alors que le développement n'est pas au rendez-vous. C'est pour ça que moi j'en appelle à la création, à la mise en œuvre de ce réseau pour permettre l'échange, la mutualisation des bonnes pratiques qui forcément impacteront positivement sur l'amélioration de la qualité de la dépense publique. L'honorable Gérard Gbenosi, vous êtes député béninois. Actuellement, est-ce qu'on peut dire que le Bénin est un bon élève en matière, bien sûr, de suivi de la dette ou dans tout son ensemble? Qu'est-ce qu'il en est? Bon, ce n'est pas moi qui le dis. Les institutions internationales, notamment le Fonds monétaire et la Banque mondiale, ont classé le Bénin premier en Afrique de l'Ouest en matière de la transparence budgétaire, la transparence sur la dette, et je pense que deuxième en Afrique. Donc, si nous sommes classés comme ça, forcément que le Bénin est un bon élève en matière donc de la gestion de sa dette. Et le Bénin gère sa dette de façon responsable. Aujourd'hui, il faut dire que les directives de l'UEMOA fixent à 70% le taux de l'endettement par rapport au PIB. Le Bénin se situe aujourd'hui autour de 53-54. Nous sommes en deçà donc, de cette norme et nous travaillons à ce que ça descende plus que cela. Et les études de prospective montrent que d'ici 2026-2030, le Bénin serait dans une tendance baissière de ce taux. Donc voilà, je peux dire que le Bénin est en train de gérer de façon responsable et rigoureuse sa dette. C'est pratiquement la fin de cet entretien éco que nous sommes en train de faire avec vous. Vous êtes Gérard Gbenosi, président bien sûr de la Commission des finances et des échanges à l'Assemblée nationale du Bénin, également vice-président de la WAPAC. Avez-vous un message ou un appel à lancer à tous vos collègues de l'espace ouest africain sur le continent? Bien sûr, c'est à l'endroit de l'Union africaine qui a pris le lead pour que cette conférence sur la dette de l'Afrique puisse être organisée. Et on a entendu dans les allocutions d'ouverture du représentant de l'Union africaine que ça fait 43 ans que l'idée d'une telle conférence sur la dette de l'Afrique a été mise par l'Union africaine, par l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, mais ça n'a jamais été fait. Et l'Union africaine a pu tenir le pari. J'invite à ce que la déclaration de Lomé, qui va comporter donc nos résolutions, n'aille pas dormir dans les tiroirs parce que l'état alarmant donc, de nos économies ne permet pas que nous puissions traîner encore sur les choses. Il faut qu'on puisse aller vite
pour l'amélioration donc des conditions de vie des populations africaines. Honorable, merci. C'est moi qui vous remercie. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. On se dit à très vite.